pouvez nous donner quelques 5 minutes pour nous parler du projet ou du contrat entre la Grande-Bretagne et le Rwanda pour le transfert ou, je sais pas, la déportation des immigrés à partir de la Grande-Bretagne vers le Rwanda. Un contrat qui a fait couler d'encre. Maintenant, ça a pris tellement une tournure que c'est vraiment difficile que ce projet se réalise. Et on se dit, s'il se réalisait, que ce serait pire que... parce que finalement, tout le monde est contre ce projet, à part les deux signataires, quelques autorités d'Angleterre et le président Kagame. Alors, on se dit, ce projet, est-ce qu'il a un avenir? Il y a d'abord les tribunaux qui n'ont pas encore déclaré s'ils sont d'accord, qui n'ont pas encore autorisé. Mais publiquement, dans le public, dans l'opinion de tout le monde, c'est un projet qui est condamné. Ambassadeur de Jean-Marie Vianney, ce projet, est-ce qu'il a un avenir compte tenu de son passé que vous connaissez bien? Moi, je pense qu'il a un avenir parce que Kagame veut absolument que ce projet soit réalisé. Il ne le sera peut-être pas au Royaume-Uni, mais vous avez, parmi ceux qui soutiennent Kagame dans ce projet, oublié un gros acteur et peut-être le principal acteur dans cette politique, c'est l'Union européenne. L'Union européenne comme institution internationale, comme organisation intergouvernementale. Eh bien, c'est eux qui ont commencé cette opération. C'est eux qui ont commencé à vendre les réfugiés, qui ne sont même pas encore en Europe d'ailleurs. Les réfugiés en passe de traverser la Méditerranée, qui souhaitaient se rendre sous des cieux tout cléments, eh bien, l'Union européenne les a vendus à Kagame, au régime de Kagame, contre de l'argent sonnant. Donc, ce n'est pas gratuit. On paye par tête de réfugiés africains. Et là, c'est très, très grave. C'est vraiment de la trahison, cette fois-ci, que Kagame a réalisé au grand jour. On lui envoie les Africains en passe de traverser vers l'Europe. Où sont-ils? Que font-ils? On ne le sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que certains, je l'ai déjà expliqué dans une émission, il y a eu des enquêtes et des rapports, sauf que ces enquêtes et ces rapports-là aussi sont enfouis dans les tiroirs, comme toujours, lorsque Kagame est concerné. Ils repartent par d'autres voies et Kagame et sa famille et son groupe, ils gagnent là aussi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est des rapports. Et c'est les témoignages de certains de ces réfugiés. Donc, l'Union européenne, à travers certains dirigeants de cette organisation, soutiennent Paul Kagame parce qu'ils se disent, mais si le projet est éventré au Royaume-Uni, il risque de l'être aussi à l'égard de l'Union européenne. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a des élèves, hein, Kagame a fait des émules. Il y a le Danemark qui vient de signer. Donc, le Danemark va remplacer plutôt le Royaume-Uni. Demain, peut-être d'autres. Et avec le soutien, je le répète, de l'Union européenne et de certains pays spécifiques que je ne vais pas citer ce soir, mais on est dessus, on les connaît, on sait qui à l'Union européenne soutient Kagame dans cette entreprise. Certains ont commencé même à penser qu'il y avait un partage de bénéfices politiques et autres. Donc, ne soyons pas encore optimistes. Kagame, il sait ce qu'il fait. Le Rwanda est devenu, en tout cas, l'armée rwandaise est par ailleurs devenue une armée mercenaire que Kagame vend
à travers l'Afrique. Et là aussi, il est aidé par l'Union européenne. Ne nous trompons pas. L'Union européenne et certains membres très influents, parmi les plus influents de l'Union européenne, c'est eux qui soutiennent Kagame dans cette aventure militaire où nous sommes, nous, Rwandais, utilisés comme un peuple de mercenaires, et l'armée rwandaise utilisée comme une armée mercenaire et de mercenaires. Est-ce que c'est ça l'avenir du Rwanda? Est-ce que c'est la seule ressource qui va nous rester? L'armée et la mort que nous allons aller vendre partout en Afrique, alors que les paysans, j'allais dire, crèvent de faim et sont assassinés par la police rwandaise? C'est vraiment dommage quand même. Il faut qu'on le dise. Alors, là aussi, le seul message que je peux passer, je l'adresse aux Rwandais. Nous devrions peut-être commencer à ne pas avoir peur, comme l'autre le disait. Ne pas avoir peur de dire la vérité à nos amis. L'armée, les balles, ça va toujours avec la mort. Bien sûr. Ça tue ceux qui sont touchés par les balles, mais ça tue aussi les populations qui sont privées de ressources, de quoi manger pour acheter les armes, pour soutenir les armées qui sont dispersées par-ci, par-là. C'est le budget du pays, c'est la poche de la population. Et c'est la population qui crève de faim. Donc la mort va à ceux qui reçoivent des balles, mais aussi à ceux qui ont été dépouillés de leur survie, de leur moyen de survie. Je crois que le Rwanda est devenu le maillon faible dans ce commerce mondial. Le Rwanda est devenu le chouchou de ces grandes puissances, de ces pays qui l'accompagnent dans ces entreprises, pour protéger telle société européenne, hein, qui travaille dans des conditions, c'est vrai, d'insécurité. On dit le seul qui peut nous protéger, c'est Kagame. Est-ce que c'est vraiment par amour ou c'est parce que nous sommes le maillon faible, justement? Parce que nous sommes prêts à nous vendre? Parce que le Rwanda est un pays pauvre, les pays du Nord en profitent en lui faisant miroiter un peu d'avantages, un peu d'argent. Allez tuer vos frères africains et nous sommes à vos côtés et nous vous soutenons. Et là, nous devons commencer, bien sûr, sans trop se mettre en danger là aussi. Nous devons avoir nous devons être prudents, mais dire la vérité à ceux qui sont censés être nos amis, à ceux qui nous ont introduit la notion de démocratie alors qu'ils ne la pratiquent pas à notre égard, à ces pays qui nous ont reçus, qui soutiennent Kagame pour tuer les Rwandais, pour tuer les Congolais. Nous devons leur dire la vérité. Par exemple, ceux qui vivent en Belgique devraient pouvoir le faire. En France, la même chose, parce que ce sont des pays qui soutiennent Kagame. Parfois, ils distribuent des petits morceaux de pain pour dire oh, non, 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 on a dit la vérité à Kagame. Mais non, en réalité, ils le soutiennent et ils l'incitent même à passer certaines actions que lui, peut-être, n'avait même pas imaginées. Que l'armée rwandaise aille protéger le régime béninois, le Mozambique, que le Rwanda de Kagame donne un cadeau de 800 millions de dollars au président Mnangagwa pour développer le réseau électrique du Zimbabwe, un pays qui est plusieurs fois plus riche que le Rwanda, juste parce que Kagame attend aussi l'envoi de l'échelle, le renvoi de l'échelle par rapport à tout ce qui se passe dans la région, et parce qu'il veut créer la confusion au sein de la SADC. C'est une politique globale de déstabilisation de la région des Grands Lacs, bien sûr, mais aussi de toute la région élargie, la SADC. Le Rwanda va jusqu'à insulter les autorités sud-africaines, à les opposer aux Mozambicains, déstabiliser le Malawi, envoyer des escadrons de la mort dans les pays africains comme le Malawi, la Zambie, le Mozambique, l'Afrique du Sud pour assassiner des ressortissants rwandais, ceux qui sont supposés être les opposants de Kagame. Je crois que la seule arme que nous avons, nous, c'est de dire la vérité
et puis de pousser, d'insister sans jamais nous décourager. C'est tout ce que je peux dire sur ce sujet, mais c'est un dossier qui a beaucoup d'avenir parce qu'il y a de l'argent autour, parce que le Rwanda se sucre et au passage, les autorités rwandaises en profitent largement. Nous avons des preuves en plus. Moi, je voudrais un petit complément à cette question. En partant de ce que vous venez de dire, est-ce que ce serait une question de moralité? Parce que il y a des pays africains qui ont des armées 100 fois plus fortes que l'armée rwandaise, 100 fois mieux équipées que l'armée rwandaise, 100 fois plus disciplinées que l'armée rwandaise. Je pense par exemple à la Tanzanie, je pense à l'Afrique du Sud, je pense à des pays... le Rwanda, je pense, peut être parmi les derniers pays africains qui ont une armée. D'ailleurs, le Rwanda n'a pas assez de ressources pour équiper une armée. Donc, pourquoi ces puissances, pourquoi ces compagnies internationales passent par le Rwanda? Pourquoi? Je pense que vous pouvez nous donner un peu de votre analyse de diplomate sur la question de ce choix. Est-ce que ce serait, comme vous le disiez tout à l'heure, une question de moralité? Ambassadeur Ndagijimana Jean-Marie Vianney. Il y a plusieurs aspects que moi je vois. Hein. D'abord parce que le Rwanda, c'est un petit pays pauvre et qui ne peut pas s'autosuffire dans les conditions actuelles, surtout en considérant le mode de vie du régime de Paul Kagame qui veut vivre. C'est un régime pacha alors qu'il ne possède pas grand-chose hein, de façon autonome. Donc, ils savent que tout ce qu'on lui proposera, il va accepter. Et surtout, c'est quand même un des rares, si pas le seul régime africain qui a commis des génocides, de vrais génocides. Au Rwanda, il a commis un génocide contre les populations hutus. Nous sommes en train d'ailleurs de réaliser un mémorandum pour le prouver. C'est connu, hein, on ne va pas prouver grand-chose, mais les preuves existent, les rapports existent, mais nous allons y revenir pour tout mettre ensemble. Il y a des rapports des Nations Unies qu'on a cachés une fois encore dans les tiroirs, mais ça finit par sortir. Le Rwanda a commis un génocide, comme l'en accuse les Banyamulenge, et Kigali a commis un génocide contre les populations Tutsi Banyamulenge du Sud Kivu. Ils ont prouvé cela et que ce génocide continue à travers le Red Tabara qui joue le rôle justement de génocidaire contre les Banyamulenge. Le Rwanda a commis ce génocide du Congo contre les réfugiés Hutus, burundais et rwandais, et contre les Hutus du Congo. Et ensuite contre, évidemment, le peuple congolais. Lorsqu'on vous dit qu'il y a eu plus de 12 millions, même s'il y avait qu'1 million de morts congolais, avec un acharnement, ils ont été tués avec une férocité, une sauvagerie qui ressemblait à un jeu, comme si Kabarebe, quand il en parle, il dit oh, 6 millions de morts, on ne va même pas retrouver les cadavres, parce que nous les avons cachés sans doute. Et tout ça pèse sur eux. Ils savent qu'un jour, ils devront payer. Alors, lorsque les grandes puissances, surtout occidentales, hein, leur disent, écoutez, on est là, c'est nous qui gardons les tiroirs, tout ce que vous avez fait, on le sait, mais c'est dans nos tiroirs, c'est dans les tiroirs du Conseil de sécurité, et nous sommes des membres permanents de ce Conseil, nous n'allons pas laisser faire, on ne va jamais vous livrer. Et qu'est-ce que vous pensez que Kagame va dire? Il va dire, oui monsieur, Ndio Bwana. Kagame, c'est un Ndio Bwana qui fait le malin, qui fait le fort, qui fait le fier. Et en fait, c'est un Ndio Bwana. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, Ndio Bwana en Swahili, ça veut dire oui, monsieur. Kagame, c'est un yes man. Parce qu'il ne peut pas dire non à ses puissances. Parce qu'ils savent que ces puissances le tiennent comme ça. Il suffit qu'il lâche pour qu'il s'écrase par terre. Ça, c'est une des principales raisons.
Mais Kagame sait aussi que s'il ne sort pas, s'il ne sort pas son armée vers l'extérieur, s'il ne montre pas le biceps, le muscle en Centrafrique, au Mozambique et ailleurs, bientôt au Bénin, eh bien, au Rwanda, on va commencer à lui poser des questions. Donc, il a aussi des problèmes de politique intérieure. Son armée, si elle n'est pas occupée, va s'enliser dans la débauche. Il y a des ambitions qui vont naître de la part de certains officiers du FPR. Certains disent même que Kagame est mort. Moi, je pense qu'il a peut-être des soucis autres. Mais la mort physique, un jour, ça viendra aussi. Il prépare sa famille pour lui succéder. Et je pense que Kagame ne peut pas laisser son armée inoccupée. Il faut qu'elle soit en guerre partout. Il faut qu'elle soit en guerre pour que lui et sa famille et tout son entourage, en fait, continuent de profiter Il y en a ceux qui disent que ces immigrés qui viennent d'Angleterre, de la Grande-Bretagne, c'est pour alimenter justement ces armées, ces missions militaires à gauche, à droite. Bon, mais justement, puisque nous parlions de ce projet, est-ce que ce projet, quand même, a des opposants de taille? Je lisais un article que même la compagnie aérienne qui avait un contrat d'acheminer, de transporter ces migrants, vient de rompre le contrat sur pression justement de certaines forces et quand même que parfois on ignore, mais qui sont quand même assez puissantes pour déstabiliser certains pays, surtout dans les pays, disons, des pays de grande démocratie. Donc, je lisais un article sur le journal The Guardian. C'est un article qui est sorti il y a 4 jours. Où on disait, je vais essayer de mettre ça en français pour... Ça ne va pas trop lorgner sur votre émission? Pardon? De lire tout l'article, si on tenait tout simplement Non, que... on ne va pas lire tout l'article, mais Ah, OK. Je voudrais montrer la preuve qu'il y a quand même certaines forces qui parviennent à déstabiliser de tels contrats que certains gens appellent immoraux, des contrats immoraux. Donc, c'est un article qui est sorti dans The Guardian où on dit que la compagnie aérienne engagée pour les expéditions du Royaume-Uni au Rwanda se retire du programme. Donc, cette compagnie a rompu le contrat parce que cette compagnie, d'ailleurs, qui avait d'autres contrats, notamment avec les grandes équipes espagnoles, puisque cette compagnie est située, donc est espagnole, une certaine organisation, Freedom from Torture, a dit que we crashed the biggest Spanish football match of the year with a message for Real Madrid and Barcelona. Privileged style airlines could fly torture survivors to Rwanda, but you still use them for team flights. Voilà. Donc, il déstabilise même jusque dans le sport. Donc, il déstabilise même des grandes compagnies aériennes qui ont contracté avec... donc, il n'y a pas que ça.
hein. Il y a l'archevêque de Canterbury, Justin, lui, il a dit, bon, en Angleterre, on connaît sa puissance en Angleterre. C'est lui qui met au pouvoir les rois et les reines d'Angleterre. L'Église d'Angleterre, c'est elle qui dirige pratiquement, l'Église anglicane, c'est elle qui dirige le pays. C'est un pays vraiment bâti sur la croyance anglicane. Lui, l'archevêque, justement, s'est opposé fermement, mais religieusement, à ce projet. Vous pouvez citer aussi le roi Charles, hein, qui s'y est opposé même royalement. Je vais vous passer quelques secondes du discours. C'est dans la... Il prêchait à Pâques, à la grand-messe de Pâques. C'est une grand-messe qui est suivie par des millions de citoyens du monde. Et il a dit clairement que le projet a de sérieux problèmes éthiques. C'était le langage de clergé, mais c'était un langage fort, dit, prononcé dans des moments très forts, tellement que la reine, certainement, a pris cela au sérieux, même le gouvernement britannique. Voilà, donc on joue un peu. Anaïs, c'était juste pour rappeler qu'en complément de ce qu'avait dit l'archevêque, le roi Charles, lorsqu'il était encore prince, s'était dit aussi choqué par cette opération. Voilà. Maintenant, il est régnant. Il est le roi. Il est devenu roi entre-temps. Est-ce qu'il va toujours défendre ses convictions à propos de ce projet? Vous voyez, c'est un projet qui a vraiment des gens qui s'y opposent et des gens non négligeables qui ont quand même... passer la petite vidéo, je la passe. The principle must stand the judgment of God, and it cannot. It cannot carry the weight of resurrection justice. It cannot carry the weight of life conquering death. It cannot carry the weight of the resurrection that was revealed first to the least valued. For as a policy, it privileges the rich and the strong. And it cannot carry the weight of our national responsibility as a country formed by Christian values, because subcontracting out our responsibilities, even to a country that seeks to do well, like Rwanda, is the opposite of the nature of God, who himself took responsibility for our failures. Voilà, donc c'est clair. Bon, c'est dit de façon cléricale, mais c'est un message quand même très fort qu'on ne peut pas ignorer. Disons, je parle des autorités britanniques. Voilà. Pour conclure justement nos émissions, Ambassadeur d'Indégagement Jean-Marie Vianney, je vous ai posé une question tout à l'heure si il y avait des chances que ce projet se réalise. En Angleterre, ils viennent d'avoir le Premier ministre et nouveau Premier ministre après la démission de Liz Truss, qui n'a même pas régné, qui n'a même pas gouverné pendant 2 mois, 3 mois. C'est vraiment... on peut dire que ce projet quand même a aussi eu une influence sur disons, le vent qui a soufflé sur la gouvernance anglaise
Parce que quand il y a on sait que c'est un projet qui a été conçu par un premier ministre sans passer par les institutions. D'ailleurs, la Chambre des Lords vient de le déclarer. Il dit, ce projet, nous ne le soutenons plus, nous ne le soutenons pas. Il devrait d'abord passer par nous parce qu'il y risque de mettre en mal certains droits fondamentaux des gens. Voilà, donc la gouvernance anglaise, britannique, surtout le Premier ministre, c'est vraiment une épine dans le pied de tous les premiers ministres qui se sont succédés. Et il n'y a pas une période dans une période assez courte. Comment voyez-vous justement ce dossier dans la gouvernance britannique? Écoutez, dans la gouvernance britannique, dont je ne suis pas un spécialiste, je dois avouer, c'est un système très compliqué où le roi peut être désavoué par un secrétaire d'État parce que le roi ne fait pas de la politique. C'est un système où il y a sans doute beaucoup de magouilles. Dans le passé, on en a vu. Je ne vais pas citer des noms. On ne doit pas non plus tenter le diable judiciaire. Mais je pense que ce projet peut se réaliser. Malheureusement, en étant réaliste, je me dis, après tout, c'est le même parti qui est au pouvoir. Le Premier ministre actuel, qui est d'origine indienne d'ailleurs, est d'origine, probablement d'ailleurs, d'origine africaine, comme l'ancienne secrétaire d'État aux Affaires étrangères. C'est une bonne chose que l'Angleterre montre que c'est un pays qui pratique vraiment l'inclusion. Le système communautaire qu'on lui décrit, bon, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une tare, au contraire. Ils mettent en valeur des personnalités d'origine étrangères, ce qui est compliqué en France parfois. Ceci dit, puisque le gouvernement ne s'est jamais prononcé contre ce projet, et puisque le parti au pouvoir, majoritaire évidemment, pas trop majoritaire, mais quand même au pouvoir, n'a pas encore renoncé à ce projet, ce n'est pas le fait qu'une compagnie aérienne renonce à exécuter le contrat que ça arrête le projet, non. S'il le faut, pour Kagame, en tout cas s'il le faut, il va y mettre de l'argent. Il a assez d'argent pour acheter des avions, pour acheter une compagnie aérienne, ou pour utiliser ses amis du Qatar ou d'ailleurs, pour transporter ces gens. Tout ce qui pourrait arrêter le projet, c'est un peu de courage de la part de nos amis anglais. Si le gouvernement britannique dit, après tout, la justice européenne a tranché, les organisations des droits de l'homme sont vent debout contre nous, contre ce projet immoral et amoral, comme l'a dit le prince Charles à l'époque. Je suppose que le fait qu'il soit devenu roi ne change pas sa vision des choses. C'est la seule chose qui peut arrêter ce projet. Autrement, Kagame y tient, et certains de ses complices dans le système britannique sont aussi là. Boris Johnson est toujours là, il est très influent. On dit même que certains lui suggèrent d'être Premier ministre. Et une autre chose qui pourrait peut-être faire craquer ce bâtiment du mensonge qui cache ce projet-là, ou que cache ce projet, ce serait la création d'une commission d'enquête pour qu'on comprenne vraiment comment on en est arrivé là et pourquoi on a décidé que dès le départ, Kagame soit récompensé de 140 millions de livres. Pourquoi? Et qui était dans le coup? Et qui a profité de ces bontés? Est-ce que le citoyen britannique moyen en a tiré quelques profits, quelques avantages? Ou c'est le contraire? Cette commission d'enquête
si la démocratie britannique avait encore un sens, elle serait peut-être la bienvenue, cette commission. Et ça pourrait arrêter cette gabegie. Je pense qu'il y a eu des magouilles dans ce projet. Ce n'est pas que la volonté de... Non, 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 les intérêts des demandeurs d'asile ou des migrants, comme certains disent. Ils n'y trouvent pas leur compte. On les traite comme de la marchandise. On les vend. On les vend à un pays africain qui ne sait même pas s'occuper des réfugiés vivant au Rwanda correctement, qui a massacré des réfugiés congolais parce qu'ils voulaient rentrer dans leur pays, qui a tiré à balles réelles sur les réfugiés congolais. Et c'est à celui-là qu'on veut confier des Palestiniens, des Afghans, des Pakistanais, des Éthiopiens, des Érythréens. On veut lui confier tous ces demandeurs d'asile. Alors qu'il ne fait aucun effort pour rapatrier ses propres réfugiés. Alors qu'il trouve ces réfugiés à l'extérieur pour les assassiner. Le gouvernement rwandais assassine les réfugiés de son pays dans les pays d'asile. Mais à côté, il veut loger des demandeurs d'asile en Grande-Bretagne, dans des villas, dans des hôtels. Cette volonté-là, cette sorte de compassion déguisée en vente, en trafic d'êtres humains, ça ne trompe personne. Nous savons qu'il s'agit d'une question de survie du régime de Paul Kagame, parce que le régime de Paul Kagame est à bout de souffle en termes financiers, en termes budgétaires, en termes tout. Même diplomatique, aujourd'hui, tout le monde a compris, y compris ceux qui cachent les cadavres de nos parents dans leurs tiroirs. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et donc, nous concluons notre émission de ce soir ici. Ambassadeur déguisement à Jean-Marie Vianney. La lumière que vous nous avez apportée sur ces deux grands sujets qui concernent la vie du Rwanda, de notre pays, et la vie des Rwandais, c'était important que vous puissiez nous aider dans ce sens. Et comme vous le faites d'ailleurs tout le temps, que nous recourons à votre expérience, à vos connaissances, à vos recherches. Je vous remercie donc d'être toujours disponible et nous concluons ici en vous souhaitant une excellente soirée chez vous, une bonne santé. Que Dieu vous garde pour que la prochaine fois aussi vous soyez des nôtres. Voilà. Merci et beaucoup. Mon bonjour à nos camarades qui vont suivre dans l'émission qui vient après. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine, merci.